Un paradoxe brutal surgit lorsque deux chiffres opposés se croisent au Sahel en 2025, révélant un écart entre la pénurie chronique d'électricité et l'ambition nucléaire soudaine. Cette rupture, inattendue dans une région longtemps privée d'infrastructures, souligne comment un accord unique a renversé les rapports de force, alors même que la dépendance énergétique semblait impossible à briser. Mais pourquoi cette bascule intrigue-t-elle autant l'opinion? Et que signifie-t-elle réellement pour l'avenir sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? Une fenêtre étroite s'ouvre désormais, porteuse de promesses, mais aussi d'incertitudes rapides. Le projet nucléaire du Sahel apparaît d'abord comme une réponse urgente à un risque ancien, l'enfermement durable dans la dépendance énergétique, qui a freiné pendant des décennies l'essor économique de la région. Pourtant, derrière la promesse d'une autonomie inédite se cache une tension fondamentale. Comment une zone où l'électricité manque encore à de larges pans du territoire pourrait-elle absorber un tel saut technologique sans créer de nouveaux déséquilibres? Cette contradiction centrale constitue la première mise en garde, soulignant que la réussite du programme ne dépend pas seulement de sa vision, mais de la capacité à gérer ses fragilités structurelles. Un engagement de cette ampleur exige en effet une planification méthodique, une gouvernance rigoureuse et une compréhension fine des conséquences sociales, économiques et géopolitiques. Mais une question persiste, suspendue comme un fil conducteur discret, et si la lumière promise demandait plus que ce que la région peut supporter aujourd'hui? Cette interrogation, à la fois simple et lourde d'enjeux, prépare le terrain pour mesurer les véritables gains, les véritables coûts et les incertitudes que le Sahel devra affronter dans son pari énergétique. En quelques mois, un glissement discret mais mesurable s'est opéré. Alors qu'à peine 30% du territoire bénéficiait d'un accès électrique stable en 2024, les premières estimations internes de 2025 laissaient entrevoir une progression pouvant dépasser les 40%, signe qu'une dynamique nouvelle était réellement enclenchée. Ce bond, certes encore fragile, servait de révélateur à une rupture plus profonde. Le Sahel n'avançait plus seulement par nécessité, mais par volonté affirmée de changement, catalysée par un accord qui redéfinissait les rapports de puissance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'accord nucléaire signé avec la Russie prenait ainsi une dimension stratégique dépassant largement le champ technique. La chronologie des événements, d'apparence linéaire, dissimulait un enchaînement de causes et d'effets bien plus serré. La pénurie chronique avait entraîné une dépendance massive aux importations. Cette dépendance avait nourri les vulnérabilités économiques et ces vulnérabilités avaient renforcé la pression sociale. Dès lors, tout projet visant l'autonomie énergétique devenait plus qu'un choix, une issue. Chaque étape du processus trouvait sa place logique dans cette mécanique, depuis l'arrivée des équipes de blessés spécialisées jusqu'aux premières formations techniques, en passant par l'élaboration des fondations de la centrale. L'accord lui-même fonctionnait comme un levier révélateur, mettant à jour la fragilité des infrastructures existantes, tout en exposant le potentiel d'un système repensé. Les, les travaux engagés dans les zones pilotes permettaient d'observer comment les dynamiques locales réagissaient. Certaines communautés bénéficiaient déjà de solutions transitoires, tandis que d'autres demeuraient en attente, prises dans un entre-deux incertain mais porteur d'espoir. Dans ce mouvement, les opportunités éducatives offertes aux jeunes scientifiques devenaient un signal fort, donnant au projet une portée générationnelle. Ce faisceau d'éléments, mêlant avancées réelles et inquiétudes persistantes, dessinait un paysage où chaque progrès ouvrait une nouvelle interrogation. Et si cette trajectoire ascendante parvenait réellement à inverser des décennies de stagnation énergétique ou au contraire révélait-elle des limites encore enfouies mais décisives pour la suite?
Deux scènes, séparées de quelques mois, illustrent de manière limpide la manière dont le projet nucléaire du Sahel a commencé à remodeler les trajectoires locales. Dans un village proche du futur site de la centrale, une petite école, longtemps habituée aux coupures constantes, a bénéficié d'une alimentation stabilisée grâce aux installations provisoires posées lors des travaux préliminaires. Le changement, presque silencieux, s'est traduit par des salles de classe enfin éclairées en continu et des douches hybrides permettant aux élèves de rester plus tard pour étudier. Ce cas, discret mais significatif, dévoilait la transformation tangible qu'un projet de cette envergure pouvait entraîner, même avant son déploiement final. Plus au nord, un centre de santé isolé a reçu ses premiers équipements alimentés par un système de secours issu des mêmes travaux techniques. Les infirmiers, longtemps confrontés à l'imprévisibilité de l'alimentation électrique, pouvaient désormais stocker des vaccins dans de meilleures conditions et assurer des soins nocturnes sans craindre les interruptions. Cette évolution, pensée comme un appui transitoire, révélait un problème plus profond. L'ampleur de la demande dépassait largement la capacité des infrastructures locales et répondait autant à un besoin immédiat qu'à une vision de long terme. En réunissant ces deux cas, une ligne directrice se dessinait. L'impact du projet nucléaire ne reposait pas uniquement sur ses promesses futures, mais sur la façon dont il réorganisait déjà la vie quotidienne dans les zones en transition. Et au cœur de cette dynamique se posait une interrogation simple mais décisive. Que signifiera réellement cette transformation lorsqu'elle atteindra l'ensemble du pays? Le point de bascule survint au moment où un constat brutal s'imposa. Les infrastructures du Sahel, déjà fragilisées par des années de pénurie chronique, ne pouvaient plus suivre le rythme démographique. Ce fut le déclencheur. Les coupures d'électricité répétées n'étaient plus seulement un désagrément, mais une menace directe pour la stabilité sociale et économique. L'accord nucléaire signé peu avant rendait soudain visibles les limites structurelles que beaucoup tentaient jusque-là d'ignorer. Dans ce contexte chargé, l'intervention d'équipes techniques étrangères accéléra les attentes locales et alimenta une tension latente, nourrie par l'espoir autant que par la crainte d'un échec. Vint ensuite le sommet du processus, le moment où les premiers chantiers furent lancés. Les fondations de la centrale, posées en 2026, cristallisèrent l'ensemble des enjeux. L'afflux de spécialistes, la coordination avec les structures locales et l'introduction de formations ciblées pour la nouvelle génération de techniciens créèrent un mouvement inédit. L'ambition, portée publiquement par Ibrahim Traoré, consistait à transformer une région longtemps privée d'infrastructures en un acteur énergétique régional. Les conséquences immédiates furent alors palpables. L'arrivée d'équipements modernes, l'ouverture d'ateliers de formation et l'adoption de protocoles jusqu'alors absents. La montée en puissance semblait inarrêtable, soutenue par une vision qui mêlait souveraineté, innovation et rupture avec les anciennes dépendances. Mais au cœur de cette accélération se jouait aussi une lutte silencieuse. De nombreuses voix internes s'interrogeaient sur la rapidité du projet, soulignant que la demande de compétences excédait largement l'offre locale. Les inquiétudes des partenaires internationaux renforcèrent ces débats. Pouvait-on réellement déployer une technologie aussi exigeante dans un environnement encore instable? Les discussions stratégiques qui suivirent donnèrent naissance à des compromis structurels, mais laissèrent aussi transparaître une fragilité persistante. L'équilibre entre ambition et précaution demeurait précaire. Puis survint l'onde de choc inévitable. Les premiers signaux de tension économique apparurent lorsque les coûts de construction furent réévalués à la hausse. L'endettement augmentait, les débats internes se durcirent. Certains responsables politiques y voyaient un passage obligé pour atteindre l'autonomie,
tandis que d'autres alertaient sur les risques d'un glissement incontrôlable vers une dépendance financière étouffante. Les manifestations sporadiques dans certaines zones urbaines rappelaient que l'adhésion populaire, bien qu'importante, n'était pas totale. Les inquiétudes portaient autant sur la sécurité des infrastructures que sur la répartition future de l'énergie produite. Dans les régions rurales où l'accès à l'électricité restait encore irrégulier, les attentes s'intensifiaient, alimentant parfois des frustrations visibles. En parallèle, les institutions internationales commencèrent à examiner de plus près le déroulement du projet. Les visites d'évaluation, notamment celles liées à la sécurité nucléaire, ajoutèrent une pression supplémentaire sur les autorités. Les experts reconnurent des avancées tangibles, mais pointèrent également la nécessité de renforcer la gouvernance et d'améliorer la formation continue. Cette phase critique révéla que le projet ne se limitait pas à construire une centrale, mais à instaurer un système complet, durable et maîtrisé. Ainsi, le chemin parcouru jusqu'ici dessinait un tableau contrasté, un élan puissant, des progrès mesurables, des tensions croissantes. Et au centre de ce mouvement, une question qui ne cessait de se renforcer. Le Sahel pourra-t-il absorber l'ampleur de sa propre ambition ou la dynamique actuelle ouvrira-t-elle une nouvelle série d'épreuves encore imprévues? Le point de départ était clair. Une couverture électrique stable, estimée à 30% en 2024, constituait la base du problème. Cette donnée reflétait l'écart historique entre les besoins réels et les capacités du réseau. Avec les travaux lancés en 2025 et l'installation des premiers équipements structurants, les projections internes indiquèrent une progression potentielle vers 40% à l'horizon 2026. Ce changement marquait une variation significative dans une période courte, témoignant d'un mouvement en accélération. Enfin, les prévisions à moyen terme prévoyaient une capacité capable de couvrir jusqu'à 70% des besoins nationaux en 2030. Cette anticipation soulignait un saut d'échelle inédit pour une région longtemps sous-alimentée. Ces chiffres, pris isolément, semblaient prometteurs. Mais replacés dans leur contexte, ils révélaient un mécanisme beaucoup plus complexe. La progression rapide entre 2024 et 2026 traduisait autant une amélioration technique qu'une réorganisation stratégique des priorités nationales. Les travaux de la centrale n'étaient pas simplement une opération de construction. Ils constituaient une redéfinition méthodique du fonctionnement du système énergétique tout entier. Les équipes locales et étrangères collaboraient désormais dans un cadre qui évoquait un modèle hybride, capable de combiner transfert de compétences et déploiement accéléré des infrastructures. La montée en puissance s'observait également dans les formations scientifiques et techniques. Les programmes organisés en partenariat avec les institutions russes accueillaient chaque année de nouveaux étudiants désireux de se spécialiser dans l'ingénierie nucléaire. Ces cohortes, réduites mais croissantes, représentaient une nouvelle réserve de compétences qui viendrait lentement combler les lacunes anciennes du pays. Cependant, les experts soulignaient déjà les limites de cette dynamique. La formation technique ne pouvait compenser immédiatement la faiblesse institutionnelle, et la capacité à maintenir les installations sur le long terme demeurait une inconnue majeure. Parallèlement, l'introduction progressive des technologies médicales basées sur les radioisotopes transformait certains hôpitaux pilotes. Les améliorations rapportées dans les traitements contre le cancer démontraient que les bénéfices du projet dépassaient le cadre énergétique. Cette extension de l'impact renforçait l'idée que la transition nucléaire pouvait structurer plusieurs secteurs essentiels. Pourtant, la même évolution exposait une fragilité.
Le système de santé reposait désormais davantage sur une filière technologique exigeante, nécessitant une maintenance continue dans un environnement où les ressources restaient limitées. L'agriculture connaissait des effets similaires. Dans certaines zones proches du chantier, l'usage de techniques de mutation contrôlée des semences permettait d'augmenter les rendements, parfois jusqu'à 25%. Selon les estimations des études locales, ce progrès redonnait un souffle aux communautés rurales, mais soulevait aussi des questions sur la répartition des bénéfices à long terme. La tension entre amélioration rapide et durabilité revenait comme un motif récurrent. Ainsi, la lecture quantitative du projet révélait un cycle constant de gains et de défis. Chaque augmentation mesurée s'accompagnait d'une interrogation stratégique. Chaque progrès technique ouvrait un nouveau champ de vulnérabilité potentielle. Derrière les chiffres, une certitude prenait forme. Le Sahel entrait dans une transformation accélérée dont l'issue dépendrait moins des performances initiales que de la capacité du pays à gérer les implications de ces mutations profondes. Deux visions opposées s'affrontaient désormais autour du projet nucléaire du Sahel, chacune portée par des arguments solides. Les partisans du programme affirmaient qu'il représentait l'unique chance de sortir définitivement de la dépendance énergétique. Selon eux, l'accès accru à une électricité stable pouvait transformer l'économie, attirer des capitaux et renforcer les institutions fragiles, notamment grâce aux formations techniques en cours dans les universités partenaires. À leurs yeux, la montée progressive des travaux et les premiers résultats visibles dans l'éducation, la santé et l'agriculture constituaient autant de preuves tangibles que le pays se trouvait sur la bonne trajectoire. Ce camp défendait une lecture intégrée du projet, voyant dans chaque étape un jalon nécessaire à la construction d'une souveraineté durable. Face à cette approche optimiste se dressait une critique structurée, fondée moins sur le refus du progrès que sur la prudence institutionnelle. Les opposants soulignaient que le coût élevé des réacteurs, la complexité des technologies importées et la fragilité des infrastructures locales formaient un trio de risques difficilement maîtrisables. Il rappelait que le pays avait déjà connu des épisodes d'endettement sévères et que la stabilité politique n'était jamais totalement acquise. À cela s'ajoutaient les inquiétudes liées à la sécurité des installations, dans une zone régulièrement exposée à des tensions internes et à des rivalités régionales. Pour eux, le projet n'était pas seulement ambitieux, il était potentiellement déstabilisant. Entre ces deux pôles, une analyse plus nuancée cherchait à concilier les contradictions. Elle reconnaissait les avancées réelles observées depuis 2025, notamment dans les secteurs clés où les premiers équipements avaient amélioré les conditions de vie. Elle relevait aussi que les prévisions de couverture énergétique à l'horizon 2030 restaient encourageantes à condition que les mécanismes de gouvernance soient renforcés et que la montée en compétences se poursuive sans interruption. Cette perspective intermédiaire mettait en lumière un point essentiel. Le succès du projet dépendrait moins de la technologie elle-même que de la capacité du pays à encadrer son déploiement, à répartir équitablement ses bénéfices et à maintenir une stabilité institutionnelle dans une période de transition rapide. Ainsi se formait un cadre d'analyse où optimisme et prudence s'entremêlaient, révélant que la véritable question n'était pas de choisir entre soutien ou opposition, mais d'évaluer si le Sahel pouvait absorber, au rythme imposé, les exigences d'un projet qui redéfinissait déjà ses fondations sociales et politiques. Ce moment précis surgit lorsque les premières évaluations internationales confirmèrent que les installations en construction respectaient une grande partie des normes minimales, tout en révélant les zones où la sécurité restait insuffisante.
Cette dualité, frappante et difficile à ignorer, força un changement de ton dans les discours officiels. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les autorités durcirent alors les protocoles, imposèrent des vérifications plus fréquentes et accélérèrent les sessions de formation liées aux procédures critiques. Cette inflexion marqua un tournant. Pour la première fois depuis le début du projet, le pays adoptait une stratégie défensive qui interprétait la sécurité non pas comme un simple prérequis technique, mais comme une condition existentielle pour l'ensemble du programme. Cette prise de conscience transforma la dynamique interne, aspirant les équipes locales et étrangères dans un rythme plus exigeant, plus rigoureux. Dans plusieurs secteurs pilotes, le changement se ressentit rapidement. Les hôpitaux engagés dans l'utilisation de radioisotopes furent soumis à de nouveaux audits, modifiant l'organisation quotidienne du personnel. Les techniciens en formation durent suivre des modules additionnels, rallongeant les cycles d'apprentissage mais renforçant la confiance dans la chaîne opérationnelle. Ainsi s'imposait l'idée que le projet nucléaire ne progressait plus seulement par ambition, mais par une volonté assumée de consolidation. Et cette bascule, discrète mais décisive, redessinait déjà la suite. Les effets du projet nucléaire se déployaient désormais à plusieurs niveaux, révélant des dynamiques très différentes selon les acteurs. Les ministères durent réorganiser leurs méthodes pour suivre un dispositif technique inédit. Sous la supervision d'Ibrahim Traoré, de nouvelles procédures de contrôle furent imposées, mais cette rigueur alimentait aussi une pression croissante sur les équipes administratives. Autour des chantiers, les petites structures de construction, de transport et de maintenance gagnèrent en activité. Toutefois, l'instabilité des coûts et l'endettement liés au projet maintenaient une incertitude qui décourageait les investissements à long terme. Dans certaines zones pilotes, l'accès à une électricité plus régulière changeait le quotidien des familles et renforçait l'efficacité des hôpitaux équipés de technologies radiomédicales. Mais d'autres régions, encore en attente, craignaient que les bénéfices se concentrent dans les zones urbaines. Les pays voisins observaient la montée du projet avec prudence, tandis que les partenaires internationaux cherchaient à évaluer la stabilité institutionnelle du Sahel. Les, les visites d'audit confirmaient des avancées, mais soulignaient aussi la nécessité d'un suivi constant. Ainsi se formait une mosaïque de gains et de doutes reflétant une transition encore inachevée. Les 6 à 12 prochains mois pouvaient faire basculer le projet selon 3 trajectoires différentes. Les travaux progressent sans accélération majeure. Les audits confirment une conformité partielle. L'électricité pilote atteint quelques zones urbaines, mais les pressions budgétaires persistent. Les régions rurales restent en attente. La stabilité politique et le soutien international renforcé permettent un rythme plus fluide. Les jeunes techniciens s'intègrent rapidement aux équipes et certains secteurs comme la santé et l'agriculture constatent des améliorations nettes. Le Sahel commence alors à apparaître comme un modèle émergent de souveraineté énergétique. Une combinaison de retard, de hausse des coûts et de tensions internes freine l'ensemble du programme. Certains audits révèlent des failles majeures, l'endettement augmente, la confiance publique recule. Entre ces 3 chemins, un principe de prudence s'imposait: anticiper les évolutions plutôt que s'en remettre au seul élan initial. Le projet touchait désormais la population de manière hétérogène, révélant des attentes distinctes entre groupes sociaux. Les étudiants voyaient dans les nouvelles formations techniques une opportunité rare, même si les capacités d'accueil restaient limitées. Certaines zones bénéficiaient d'installations provisoires, mais beaucoup attendaient encore des améliorations, alimentant une interrogation sur l'équité du déploiement.
Les hôpitaux et écoles devaient absorber rapidement de nouvelles technologies, ce qui renforçait les compétences, mais compliquait aussi des environnements déjà fragiles. À travers ces groupes se dessinait une attente commune, que la transition soit mieux expliquée et plus régulièrement mesurée. Pour consolider le projet, une feuille de route resserrée devint nécessaire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, quatre priorités furent fixées. Sécuriser les tranches vitales et fixer un plafond d'endettement contrôlé. Indicateur, un calendrier budgétaire stabilisé. Standardiser audits et rapports. Réduire le délai de réponse en cas d'incident. Accélérer les cycles courts, augmenter le nombre de techniciens certifiés, renforcer la surveillance, intégrer des simulations régulières. Indicateur, baisse des vulnérabilités. Cette structure offrait un cadre lisible pour guider une transition encore fragile. Les images de l'école éclairée et du centre de santé modernisé, évoquées plus tôt, reprenaient une force nouvelle. Sous l'effet des décisions portées par Ibrahim Traoré, ces lieux ordinaires devenaient les symboles discrets d'une transformation qui dépassait les infrastructures. Les habitants y lisaient un mélange d'espoir prudent et de responsabilité collective. Le pays avançait pas à pas entre risques assumés et améliorations réelles, cherchant à définir une trajectoire qui ne laisse personne en marge. Et une idée simple s'imposait. Les changements durables naissent souvent de gestes modestes. Au terme de cette trajectoire, le projet nucléaire apparaissait comme bien plus qu'un outil énergétique. Il devenait un espace de débat, de projection et de redéfinition sociale. Les écoles, les hôpitaux et les communautés rurales formaient désormais un horizon où l'autonomie n'était plus une abstraction mais un objectif concret. La question essentielle restait ouverte. Que signifie construire l'avenir lorsque l'on décide de reprendre le contrôle de ses ressources? Si cette réflexion vous interpelle, la meilleure manière d'y contribuer consiste à poursuivre l'échange, interroger les choix et imaginer ensemble les voies possibles.